Ok, donc je vais essayer de faire une petite vidéo sur la couleur. C'est un sujet qui est abondamment traité sur Internet, parfois de façon assez fine, d'autres fois de façon très, très partielle, voire totalement fausse. Je tiens à préciser que d'un point de vue scientifique et parfaitement faite, il y a la vidéo de Science étonnante qui est vraiment au top. Euh, Deux petites choses à redire, mais vraiment presque rien, quoi. C'est clair, précis et finement amené. C'est vraiment très 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 bien fait. Donc moi, je vais plutôt parler du point de vue d'un peintre, un peu éclairé en science, mais un peintre malgré tout. Donc je vais essayer de parler de ce qu'on perçoit, comment on perçoit. Je parle bien des couleurs et quels sont ces phénomènes et quand on peint, qu'est-ce qu'on fait en fait. Alors, je tiens quand même à, à reparler de la vidéo sur l'art égyptien où il y a deux, trois petites erreurs que j'ai commises. Enfin, des erreurs, des imprécisions et je me souviens plus vraiment puisque il y a beaucoup de souvenirs qui datent d'il y a une trentaine d'années alors que j'étais encore étudiant et que je pouvais écouter mes profs. Et notamment le- la chose la plus où j'ai recherché derrière pour trouver des preuves et que je n'ai pas retrouvé avec les bouquins que j'ai à la maison en faisant des recherches. C'est sur les peintres de Pompéi. Donc j'ai affirmé que les peintres de Pompéi étaient des peintres grecs qui venaient de Grèce, des artisans, artistes grecs et qui se déplaçaient. Je n'ai trouvé aucune source de ça. Dans mes souvenirs, il y a deux possibilités, soit mon prof d'histoire générale de l'art, Bruno Foucard, éventuellement, mais je pencherai plus sur le maître d'atelier dans l'atelier de Caron. Donc c'était un académicien, un Grand Prix de Rome, etc., qui avait pu nous dire ça, qui était quelqu'un d'extrêmement cultivé. Et donc est-ce que c'est vrai ou pas? J'ai trouvé aucune trace, donc j'y mettrai pas ma main au feu, hein. Ce qui est vraiment important de savoir, c'est que de toute façon, que les peintres, même les premiers de Pompéi, Herculéum et autres, étaient grecs ou pas, de toute façon, ils ne fonctionnent qu'avec le moteur grec, ce que les Grecs ont pu amener en peinture, hein, la révolution grecque. Il en va de même pour le Fayoum, hein, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire qu'il y a ça c'est sûr que c'est des peintres grecs pardon, qui se sont installés là-bas, ça je l'ai revu. Après, comme ça s'étale quand même sur plusieurs centaines d'années, 250, 300 ans. Donc, évidemment, ils ont dû former d'autres personnes, notamment des Égyptiens, hein. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, on est dans une dimension grecque de la peinture. Il y avait une autre petite chose qui m'est sortie de l'esprit. Bon, j'essaierai de revoir. J'essaierai de revoir ce qui me manquait aussi. Mais ça, c'est voilà, je tenais vraiment à repréciser que ça m'a travaillé et j'ai pas retrouvé en cherchant, je n'ai pas retrouvé les traces. Je suis allé fouiller sur Internet, je n'ai pas retrouvé les traces de ce qu'on m'avait appris. Donc peut-être quelque chose de faux. J'avais vraiment cette notion de peintre itinérant, un peu comme les sculpteurs du Parthénon, hein. Le Parthénon a été un chantier monumental. euh, et, euh, et les sculpteurs, une fois le boulot fini, ben, ils sont dispersés un petit peu partout en Grèce pour peindre, pardon, pour travailler à sculpter ailleurs, quoi, enfin avoir du boulot tout simplement. Euh, voilà. Donc j'avais ça en tête. Peut-être que ce n'est pas exact. Alors pour parler des couleurs, euh, je répète, je l'avais déjà dit, donc nos yeux, concrètement, ils sont équipés, nos yeux, hein, je parle juste de l'organe, sont équipés de, de trois types de récepteurs de couleurs qui s'appellent les cônes. Donc on a des cônes de... Alors, je vais faire un peu d'abus de langage, hein, c'est ça forcément pas très scientifique, mais il y a des cônes qui s'occupent de se déclencher, enfin, qui se déclenchent quand on perçoit euh, du, du rouge, d'autres pardon, oui, du rouge, du vert et du bleu.
Alors, à savoir que dans les longueurs d'onde, j'ai tendance à dire fréquence parce qu'en musique, on parle de fréquence pour les ondes sonores. Dans les longueurs d'onde, du rouge, non, oui, du rouge et du vert, c'est très très proche. Donc, en fait, les bâtonnets peuvent se déclencher assez facilement pour l'un ou pour l'autre. Donc, nous, on ne voit que ça concrètement. On a une vision qui est très très courte, très légère, enfin très légère du spectre coloré. On n'a vraiment que ça. On n'a pas, par exemple, le jaune, on n'arrive pas à le détecter. Quand il y a du jaune, ben, s'allume, enfin s'allume, se met en action le cône du rouge et le cône du vert en même temps. C'est-à-dire que quand il y a cette chose dont nous n'avons pas un équipement prévu pour, biologique, je veux dire, ça se met en marche. Alors, il ne faut pas confondre la longueur d'onde et la couleur. La couleur, de toute façon, c'est notre cerveau qui la fabrique. Les couleurs n'existent ni dans les objets, hein, les objets ne font que refléter la lumière, ça je l'avais déjà dit, mais de toute façon, les couleurs n'existent que par un procédé chimique dû à notre cerveau. Ce qu'on reçoit, c'est une des longueurs d'onde lumineuses, et notre cerveau, par le biais au départ des cônes, va traduire ça. Et la couleur, c'est une traduction. Donc, par exemple, je précise juste, pour notamment Science Étonnante, hein, c'est vraiment le tout petit détail qui m'a fait un petit peu tiquer. Ah, léger détail, parce qu'elle est géniale, sa vidéo. Les animaux, comme par exemple les pigeons qui ont 5 sortes de cônes, voire la fameuse crevette qui en a je ne sais plus combien, 12 ou 16, je ne sais plus. Euh, En fait, c'est pas ils voient plus de couleurs que nous. C'est que précisément, ils ont des cônes qui sont donc des récepteurs pour telle et telle et telle et telle et telle longueur d'onde. Nous, on en a que 3, eux, ils en ont plusieurs. Mais on ne sait pas, on n'est pas dans leur cerveau. On ne sait pas ce qui se passe dans leur cerveau, comment ils perçoivent, comment c'est traduit, qu'est-ce qui se passe en termes de flux. Déjà, entre deux personnes, c'est impossible, hein. On suppose que ça doit être proche, mais rien ne nous le prouve. C'est-à-dire que deux personnes qui voient la même couleur. Par exemple, moi, je vois du bleu et un ami va regarder du bleu aussi. Bon, potentiellement, on a vu du bleu tous les deux. En tout cas, on le nommera de la même façon, mais rien ne nous dit qu'au niveau de ce qui se passe dans nos cerveaux, on voit la même chose. C'est-à-dire qu'on a appelé la même couleur, la même, pas la même couleur justement. On a repéré, on a le même mot pour décrire le même, la même longueur d'onde, cependant, ou la même longueur d'onde, entre guillemets, hein, un mélange de longueur d'onde, cependant, au niveau de la perception interne, hein, de ce que ça va retranscrire, ben, je ne sais pas en fait. Ça se trouve, moi, c'est quelque chose de totalement, c'est la même sensation que lui du gris et moi du... Enfin, on n'a aucune certitude sur ce qu'on ressent. Ce qui n'est pas le cas pour l'ombre et la lumière, parce que je crois que c'est Monsieur ouais, le philo, là, l'enseignant que je salue, hein, qui fait un super boulot, qui parlait de ça, mais qui avait très vite dans un short qui parlait de ça, sauf que l'exemple qu'il mettait, c'était un exemple avec négatif. Alors on a un autre problème avec un négatif, c'est qu'un négatif, non seulement on inverse les couleurs, mais on inverse aussi l'ombre et la lumière. Et là, c'est plus du tout la même chose, parce que quand on parle d'intensité sombre et claire, on parle d'une chose qui existe et d'une chose qui existe moins. La lumière, quoi qu'il arrive, quand elle est là, elle est là. Et quand elle est moins là, elle est moins là. Peu importe la personne, ça va se traduire toujours par la présence ou la non-présence, hein. Quand je vois du noir, je ne vois pas du noir, je vois rien en fait. Je le vois, le noir, le principe même du noir. Alors je ne parle pas de ce qu'on appelle en tube de noir dans notre palette de peintre, mais en tout cas, le vrai noir, la réalité du noir, c'est une non-vision. D'ailleurs, ce que j'ai dans ma palette de peintre, c'est un gris ultra foncé qu'on appelle du noir parce qu'on n'y voit quasiment on n'y voit quasiment rien. Donc lui, il a pris comme exemple un négatif. Oui, ok, pour les couleurs, 100%, d'accord, tu as raison. Mais dans ce qui est le négatif, ça inverse aussi la luminosité. Et là, bah non, ça marche plus. Ça marche plus. Alors, ceci étant dit, voilà, nous on a nos cônes qui perçoivent les couleurs, les trois. C'est grossier comme façon de dire, mais on va dire, ils s'allument selon la présence ou non de telle longueur d'onde, etc. Et par exemple, quand on voit du jaune, bah nous on le voit pas, hein. Le jaune, non, je ne vois pas du jaune, tu ne vois pas on ne voit pas du jaune, parce que le jaune, même si la longueur d'onde qui correspond au jaune existe,
On n'a pas de bâtonnet qui est là pour lire le jaune. Donc quand il y a le vrai jaune, concrètement, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est mes bâtonnets rouges et verts qui sont mis enfin qui envoient un message au cerveau, hein, on va dire qu'ils sont on-off plus ou moins. Bah, il en va exactement de même quand je vais voir du rouge et du vert en même temps. Enfin, très très proche, je veux dire, ou les deux lumières mises en même temps, ou des pixels, par exemple. Les pixels, c'est tellement petit que mon œil ne... Vous regardez vos téléphones, par exemple, vos téléphones, vos ordinateurs, c'est des pixels, et les pixels sont vert, jaune, rouge, point barre. Il n'y a rien de plus, parce que nos yeux, ils n'ont pas besoin de plus, hein. On pourrait faire d'autres choses. On pourrait faire, pourquoi pas, le jaune, hein. Je ne sais plus quel gaz vraiment correspond vraiment à émet une lumière jaune. J'ai plus en tête ça. Une lumière qui correspond au jaune, enfin qui correspond à la fréquence que nous, enfin la longueur d'onde que nous appelons le jaune. Mais nous, on ne fait pas la différence avec ça, et du rouge plus du vert. Je parle bien en termes de lumière, hein. Quand on parle de peinture, on parle de mélange de peinture, on est dans complètement autre chose qu'on appelle la synthèse soustractive. J'expliquerai pourquoi après c'est très judicieux d'avoir employé ce terme de synthèse soustractive. Mais pour l'instant, on est dans la synthèse additive. Notre cerveau, il fonctionne comme ça, donc il mélange. Alors, qu'est-ce qu'il a? Eh ben, il peut voir concrètement dans la lumière, ben, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire du rouge au violet, hein, pas le rose, puisque enfin, ce qu'on appelle le rouge primaire en peinture, c'est-à-dire le magenta, qui est une synthèse que notre cerveau fait quand il voit associer du bleu, enfin du violet, on va dire. Le bleu extrême, c'est du violet, enfin, on est très très proche, et du rouge. Donc lui n'existe pas en tant que tel, hein, ce magenta, il n'est pas dans l'arc-en-ciel, a priori. A priori. Et sinon, bah, tous les autres, bah, c'est plusieurs longueurs d'onde mélangées, hein. Le gris, par exemple, évidemment. En fait, le gris, ce que moi j'appelle le brun, ce que souvent les gens appellent du marron, mais voilà, marron, c'est la couleur du marron, mais il y en a des tonnes de bruns, hein. On peut aller près du kaki, qui est un vert marronné, l'ocre jaune, hein, qui est l'ocre rouge, qui est une couleur brique et qui est un brun rouge en fait. Et le gris, hein, c'est pareil. Le gris, c'est les trois couleurs dites primaires, enfin voilà, pour nous en tout cas, avec mélangé, et je dis bien pas additionné, mais mélangé, donc soustrait, avec une dominance, si c'est le gris, ben de bleu, si c'est le kaki, de vert, et puis on a une multitude, une infinité de dosages pour obtenir des brins qui vont aller vers des brins très froids, qui vont aller vers le gris, ou très chauds vers les orangés, voire vers les kakis, etc. Donc toutes les couleurs, à partir de ces trois longueurs d'onde, et toutes les couleurs, bah, notre cerveau il les fabrique, il les peintre à l'intérieur, et il reconstruit, il bricole ça avec plus ou moins de capacité, parce qu'il y a des gens qui ont moins de capacité en termes de perception de couleurs. Il y a les daltoniens, mais sans aller jusqu'à là, on n'a pas du tout les mêmes capacités. Alors, a priori, je dis bien a priori parce que j'ai pas fait les tests qui sont des tests chirurgicaux. Enfin, c'est une intervention assez importante pour le savoir. Juste des tests de lecture de couleurs, de classement. A priori, je serai dans la catégorie qui voit un petit peu plus que la moyenne, quoi, avec ce qu'on dit peut-être, je sais pas comment vraiment, je sais pas vraiment si ça devrait s'appeler comme ça, mais on dit un quatrième cône, mais je suis pas sûr. Mais voilà, j'arrive à classer énormément de couleurs, ou par exemple, mon épouse voit les mêmes couleurs, et la moyenne des gens voit les mêmes couleurs. Donc on a des niveaux différents de perception de la couleur. Si vous regardez bien dans les nuages, certains verront juste du blanc et du gris, d'autres du bleu, du gris de peine, du rose, et plein de choses qui se passent dans un même nuage, hein. Donc quoi qu'il arrive, c'est le cerveau qui invente. C'est le cerveau qui invente par rapport à des dosages, des longueurs d'onde qui sont envoyées de lumière. Tout ça, c'est de la lumière, hein. Sans lumière, encore une fois, on n'y voit que du noir, c'est-à-dire on ne voit pas, hein. Dans le noir, on ne voit pas personne, ni les chats, ni personne ne voit dans le noir, à part un animal avec une visée infrarouge. Et encore, les infrarouges, c'est déjà non, c'est l'émission de chaleur donc qui est détectée.
Mais bon, même l'émission de chaleur, de façon infinitésimale, physiquement, ça correspond à une émission de lumière, hein, parce que c'est de l'énergie. Donc l'énergie, c'est même si c'est minimum d'énergie, de façon infinitésimale, malgré tout, ça doit lâcher quelques photons, je sais pas. Je sais pas, des photons directement, je sais pas. Faudrait voir avec un physicien, ce qui n'est pas du tout mon domaine, donc pas du tout mon domaine de compétence. Donc faut réfléchir à la question. Par contre, voilà, un chat ne voit pas dans le noir, un hibou ne voit pas dans le noir, il le voit dans l'obscurité, dans le noir. Les yeux de tous les animaux, même la chauve-souris, hein, qui voit un peu, mais qui a surtout des ondes, qui reçoit des ondes sonores grâce qu'il y a une sorte de sonar. Mais même la chauve-souris ne voit pas dans le noir, parce que on ne voit pas dans le noir, parce que tous les yeux, ce ne sont que des capteurs de lumière, c'est des genres de cellules photosensibles. Et donc, en termes de couleur, oui, nous, en tant qu'humains, on est assez limité. On est bien plus élevé que la majorité des mammifères, hein, puisque c'est plutôt les grands primates qui voient avec trois cônes, enfin trois types de cônes. Les oiseaux entre 4 et 5, les insectes, je crois 4, selon les insectes. Les pigeons, par exemple, c'est 5. Cette fameuse crevette, là, avec beaucoup de capacité à, à, à décoder les longueurs d'onde. Après, encore une fois, hein, le cerveau d'une crevette, je ne suis pas sûr que ça soit aussi bien équipé que nous pour traduire la couleur. Donc ça lui sert forcément, mais à mon avis, à des fonctions relativement simples, hein. Je ne suis pas sûr qu'une crevette soit en train de s'émerveiller devant la beauté des fonds marins. D'ailleurs, il y a beaucoup moins de lumière dans les fonds marins. Euh, donc ça, c'est vraiment la perception. Maintenant, moi, quand je suis peintre, comme ceux qui sont intéressés par ce domaine, bah, on utilise les couleurs en les mélangeant. Alors déjà, on tord le cou de la bêtise fondamentale que j'ai entendue tellement souvent alors interdit d'utiliser le noir. Bah, en fait, pardon, le noir interdit. Alors c'est vrai que on l'utilise avec prudence, le noir du tube, parce que le noir du tube n'est pas du noir. C'est une couleur extrêmement sombre. Donc, peut-être qu'il faut que j'explique avant la propriété même des couleurs des objets colorés, qui en réalité ne sont pas colorés, en fait, qui réagissent par rapport à la lumière. J'avais dit que j'expliquerais ça. Donc, la synthèse soustractive, celle qu'on utilise quand on mélange ou quand on teint quelque chose, ben, tout simplement, si on a une lumière blanche qui va taper un objet, il y a une partie de cette lumière, soit la totalité qui est absorbée, donc l'objet nous paraît noir, puisqu'il recrache rien, il renvoie rien à mes yeux, soit la totalité, donc l'objet nous paraît blanc, il renvoie, excusez-moi pour le vocabulaire, mais il renvoie à peu près la totalité du spectre visible, soit une partie, c'est-à-dire qu'il va absorber, enfermer, empêcher de ressortir euh, certaines longueurs d'onde et pas d'autres, hein. C'est pour ça que quand tu regardes un citron, bah, tu le vois jaune. Alors a priori, le citron, je ne crois pas qu'il ait, si je dis pas de bêtises, il me semble pas qu'il ait cette propriété de renvoyer uniquement le jaune de la lumière. Je crois qu'il renvoie entre le rouge et le vert. Mais pour nous, ça change rien en fait, hein. Pour ça, c'est simple, hein, il suffit juste d'éclairer avec. Enfin, faudrait que j'essaye des petits trucs comme ça. Donc, tu éclaires un citron bah, avec une lumière normale, il est jaune. Tu l'éclaires avec du rouge, bah forcément il est rouge. Avec du vert, forcément il est vert. Oui, normalement on ne devrait pas le voir. Enfin, si on devrait le voir vert. Non, c'est absurde ce que je viens de dire. Par contre, tu l'éclaires avec une lumière bleue. D'accord, bah, tout le reste est normal, sauf que le citron est noir. À part à des petits endroits où c'est une question de texture, hein. Le citron, il a une peau un peu brillante, donc il n'est pas mat. S'il était totalement mat, ça serait autre chose. Mais il va renvoyer un léger reflet, hein, de brillance lumineuse blanche d'ailleurs, mais il reste noir. Il reste noir. Ça veut dire qu'il absorbe le bleu qu'on lui envoie, comme ce qu'il fait quand tu l'éclaires avec la lumière blanche, sauf que là, il n'a pas la capacité de renvoyer le rouge, le vert ou le jaune. Pourquoi? Parce que on lui en envoie pas. On lui envoie de la lumière bleue, donc il renvoie rien. Comme d'habitude, la lumière bleue, il l'absorbe, quoi qu'il arrive. Mais là, quand tu l'éclaires juste avec de la lumière bleue, bah, en plein jour, tu as l'impression que ton citron, il est noir. Enfin, en plein jour. Pas en plein jour, hein, parce que juste enfin, avec une clarté bleue, on va dire. Euh, donc ça, c'est intéressant comme expérience à faire. Vous pouvez trouver des images sur Internet, hein, on en parle assez souvent. C'est des trucs que je fais avec mes élèves pour les perturber un peu, pour les bousculer sur leur certitude sensible.
Donc les objets ont cette faculté, hein, les matières, les textures ont cette faculté d'absorber, soit totalité, soit partiellement, soit de pas du tout absorber la, les photons. Donc bah voilà, hein, le citron lui renvoie les photons jaunes, tu lui en donnes pas, enfin photons jaunes, photons rouges, photons verts, tu lui en donnes pas, tu lui donnes juste des photons bleus, il les absorbe et il les garde. C'est aussi ce qui fait que quand tu as un habit noir, bah, il va être chargé énergétiquement, hein, puisque l'habit, lui, va absorber tous les photons et pas les renvoyer. Et du coup, bah, en été, si tu as du soleil, même si c'est pas en été, hein, s'il y a beaucoup de soleil et que tu es habillé en noir, tu auras plus chaud qu'en blanc. Parce que le blanc, lui, il va redégager directement un maximum de photons et du coup, enfin le blanc. La chose que nous on appelle blanche, hein, et ça renvoie quoi. Bah, si tu as déjà vu des flocons de neige de près, regarde-les au microscope, c'est pas blanc, c'est transparent, mais en fait il y a plein de petits éclats qui fait que tu vois blanc, des milliards et des milliards, comme un diamant que tu aurais rétréci, quoi, des milliers de. Du coup, ça renvoie tout le blanc de la lumière. Et d'ailleurs, c'est très dangereux pour les yeux quand il y a du soleil, il y a la neige, de regarder la neige, quoi. Il faut avoir des lunettes de soleil. Et c'est pourtant, tu sais bien que la neige, elle n'est pas blanche, parce que si tu la fais fondre, bah, c'est transparent, quoi, c'est de l'eau. Et c'est pas parce que c'est froid que c'est blanc, hein, parce que la glace, c'est transparent aussi. Non, non, c'est bien la structure cristalline des flocons de neige qui vont, à certains endroits, refléter, hein, comme des petits éclats de verre, tu vois, les petits éclats comme ça, ils vont refléter la lumière. Et du coup, comme il y en a des centaines de milliards, quoi, je veux dire, si tu vois une surface de neige, il y a beaucoup, beaucoup de flocons. Alors, j'exagère peut-être avec mes centaines de milliards, mais il y en a beaucoup. Du coup, bah, comme tout le monde, tu vois, tu es ébloui par cette luminosité blanche qui t'est renvoyée franchement. Ça fait un peu mal aux yeux et tu as l'impression que c'est blanc, mais en fait, ça renvoie juste la lumière. Ça, tu fais fondre de la neige, hein, tu peux pas peindre quelque chose en blanc avec. Ça paraît évident, mais c'est pas si évident à comprendre, hein. Ça aussi, quand on voit ça avec les élèves, il y en a qui sont surpris, quoi. Donc toi, quand tu es peintre, ben, tu joues avec ça. Déjà, quand tu dessines, bah, en général, tu dessines en sombre, donc tu absorbes de la lumière, tu l'enfermes en fait. Ton papier, et il renvoie la lumière, il est blanc en général, et tu l'enfermes quand tu utilises la craie, comme moi souvent, hein, j'aime bien être avec une teinte intermédiaire sur mon support pour pouvoir jouer avec les ombres à lumière, c'est-à-dire enfermer de la lumière en utilisant du sombre et en renvoyer plus en utilisant quelque chose de plus clair. Donc bah, tu joues avec la réfraction et l'absorption de la lumière. Après, quand tu utilises en plus des teintes, là on parle de quelque chose. Enfin, je dis une bêtise parce que même quand tu es avec du blanc et du noir, c'est pas du blanc et du noir, c'est du gris ultra clair ou du gris ultra foncé. Et dès que tu es dans des zones intermédiaires, donc quand tu vas mélanger ou mettre un peu des deux, bah, tu n'es plus du tout ni avec du blanc ni avec du noir. Tu es avec du gris et le gris n'est pas du blanc moyen ou du noir moyen. Le gris, c'est encore une fois les trois couleurs primaires en soustractif euh, mélangées. Ou alors les trois autres couleurs avec en additif le bleu, le vert et le rouge, le vert et le bleu, mais avec une faible intensité lumineuse. Sinon, si tu les envoies franchement, c'est du blanc. Alors, je répète, pourquoi, je le disais tout à l'heure, donc pourquoi soustractif? Ben, soustractif, comme t'emprisonnes, tu soustrais de la lumière. C'est-à-dire que tu soustrais une partie de la lumière, une partie de la couleur en tout cas. Par exemple, si tu as du vert, on va dire si tu as du jaune, puisqu'en peinture, tu as ta peinture jaune comme tout le monde. Et ta, ta peinture jaune, elle a quoi la propriété, a priori, de renvoyer une partie de la lumière. Maintenant, tu vas la mélanger avec une peinture rouge. Et, pardon, pas une peinture rouge. Tu vas les mélanger avec une peinture bleue. Donc là, tu vas obtenir un mélange qui va te donner du vert. Euh, alors, en fait, tu n'as pas rajouté quelque chose, tu as enlevé, tu as emprisonné un peu plus. C'est-à-dire que là, tu viens de faire en sorte que tu ne, tu ne peux plus, enfin, dans ce que tu viens de faire, il n'y a plus de verre qui va se libérer, a priori. Il n'y a plus de vert, n'importe quoi. Il n'y a plus de jaune qui va se libérer, il n'y a plus de rouge qui va se libérer, mais par contre, les longueurs d'onde libérées sont uniquement celles du vert. Et si tu rajoutes avec du, euh, du rouge, si tu mélanges, normalement, ce bon mélange
techniquement, enfin, de façon théorique, on devrait obtenir du noir, puisque tu empêches tout, en fait, tu additionnes les soustractions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, t'empêches, si tu résumes avec la lumière, tu résumes avec rouge, vert et bleu, bah, t'empêches les trois de s'échapper, puisque ta lumière jaune, elle va absorber telle et telle, ta lumière rouge, elle va absorber telle et telle, ta lumière... Donc tes couleurs, en fait, elles les absorbent, pas ta lumière, pardon, tes couleurs. Donc, au bout d'un moment, tu te retrouves avec quelque chose qui va tout absorber. Sauf que, attention, c'est de la chimie, on n'est plus avec des lumières. Donc, il y a plein d'autres propriétés. Tes couleurs, elles sont pas vraiment pures, hein. Même si tu achètes les plus belles couleurs au monde et tout, ça va être un peu compliqué d'avoir de la pureté absolue. Il y a des histoires de surface. Donc en fait, en mélange, tu obtiendras toujours un truc un peu crados. Euh, et finalement, bah, vaut mieux utiliser du noir. Donc tous ceux qui disent non, 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 le noir c'est interdit, vaut mieux mélanger. Non, sûrement pas. Par contre, dans les ombres, tu peux utiliser du bleu, hein, parce qu'elles sont perceptibles au niveau sensible. Enfin, il y a plein d'autres façons de faire pour les ombres. Et pourquoi il faut utiliser précautionneusement le noir, très précautionneusement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu mélanges le noir avec d'autres couleurs, en fait, tu dégrades ton noir en quelque chose d'autre que le noir. Tu rajoutes pas de l'ombre, tu salis tes couleurs et tu obtiens un gris qui est autre chose en fait, qui n'est pas du noir. Donc quand tu mets par exemple du bleu dans une ombre fréquemment, en fait tu joues avec, surtout si ta lumière était dans les orangés, tu joues avec quelque chose de ton cerveau. Par exemple, si tu mets beaucoup d'orangés dans tes yeux, tu verras que ton cerveau il va te rebalancer. C'est une illusion automatiquement du bleu, même s'il n'y en a pas. Et ben en fait, tu refais un peu ce processus-là, c'est-à-dire que tu rééquilibres des choses. Ça marche très bien. Claude Monet, c'était un maître, mais c'est un génie absolu là-dedans. Claude Monet, c'est fantastique, mais fantastique. Et puis après, il y a Pierre Bonnard, hein, Renoir aussi, mais surtout Bonnard après, hein, qui a une maîtrise d'une intelligence de la couleur comme ça, de ses rapports. Euh, Ceci étant dit, oui, tu peux utiliser le noir. Je veux dire, si tu regardes, et bien, quoi, je veux dire, propre, pas un truc dégoûtant, là. Après, tu as le droit aussi de faire des trucs dégoûtants, ça, pourquoi pas, hein. Comme je le dis toujours, en art, il n'y a pas de règle. Il faut avoir de la conscience, mais il n'y a pas de règle. Hein, tu peux faire complètement en dehors de ce qui est supposé être une règle, un truc, et avoir quelque chose de génial. Ça n'empêche pas, hein. Si je regarde par exemple, moi j'avais un prof, j'ai eu quelques cours de lui, hein, c'est pas mon prof principal, mais Vladimir au Beaux-Arts, Vladimir Velikovitch, j'aimais beaucoup à l'époque. Maintenant je trouve un petit peu, mais bon, c'est quand même pas mal. Le pauvre est décédé il y a quelques années. Il peignait que avec du noir et du blanc quasiment. Il y a un peu de rouge. Alors, il paraît qu'il était daltonien, je sais pas bien si c'est vrai. Mais du coup, avec du noir et du blanc, il avait tout plein de nuances de gris et ça marchait quand même très bien. Je vous invite à voir Vladimir Velikovitch. C'est assez violent, c'est des corps sans tête qui courent, échappant à des rats ou à des chiens, etc. C'est un peu dur, hein. C'est très très inspiré de Francis Bacon. Euh, voilà, vous pouvez regarder ça. Et, euh, et sinon, euh, vous avez un grand maître, enfin des tonnes de grands maîtres, hein, qui utilisaient le noir, mais par exemple un qui l'utilisait énormément pour ses ombres, si je pense, hein, parce que par exemple si on voit Rembrandt c'est des bruns, quasiment tout le temps, il y a très très peu de noir, hein. Mais un qui l'utilisait beaucoup, c'est le Caravage. Caravaggio, Michelangelo Caravaggio. Alors oui, franchement, tu regardes, bah, les noirs sont hyper bien utilisés intelligemment. Pourquoi? Parce que c'est des glacis. Donc c'est du noir en transparence. Il vient pas salir la peinture du dessous. Il vient en glacis. Oui, alors pour ce qui est des glacis, donc le procédé est assez simple mais long à opérer. C'est une succession de couches picturales transparentes mais colorées. Un petit peu comme si on mettait des couches de verre colorées. Et donc ça, tu verras pas vraiment la différence entre un glacier et autre chose en photo. Tu le verras devant les œuvres, puisque la lumière a besoin. Enfin, il y a une histoire de troisième dimension, même si c'est sur très très peu, hein, c'est des surfaces très fines, mais la lumière traverse une, euh, une couche picturale transparente pour atteindre ce qu'il y a en dessous. Ce qu'il y a en dessous étant plus lumineux, bah, en fait, c'est un petit peu comme... il y a un éclat qui est inimitable. Donc, Caravaggio utilisait ça pour ses ombres, hein. Il utilisait le noir franchement, mais de cette façon, du coup, on n'a pas des carnations,
qui sont grises, parce que s'il avait utilisé le mélange, on aurait obtenu quelque chose de gris. Alors, les glacis, c'est extraordinaire, c'est très très long, et ça ne peut être fait qu'à l'huile. Hein. L'acrylique, de toute façon, de manière générale, c'est une technique, c'est sympathique pour aller vite, pour faire des ébauches, pour faire des sous-couches. Hein, ça peut être plus intéressant que la colle de peau ou la tempéra, puisque c'est pas réversible. Franchement, les glaciers en acrylique, c'est une horreur absolue. Il y a plein de choses qui sont, il n'y a pas de matière, enfin, même avec des médiums de matière acrylique, c'est pas de l'huile, quoi. Ça n'a rien à voir. La technique à l'huile, c'est une technique qui est compliquée à apprendre. Si on la maîtrise mal, ben, c'est pas beau, c'est long, c'est embêtant, on s'empêtre un peu dans l'huile. Mais par contre, les résultats sont fantastiques, quoi. On travaille avec la lumière, on fait rentrer la lumière dans l'œuvre. Et d'ailleurs, les premiers utilisateurs de l'huile, donc les découvreurs de la technique, on va dire le plus connu, hein, celui qu'on nomme comme le vrai découvreur. Alors bon, il y a d'autres choses avant, mais c'est Jan van Eyck, donc, qui était un contemporain des premiers peintres de la Renaissance italienne, avec une optique complètement différente. Eux n'utilisaient quasiment que des transparences, enfin, c'était des fines couches successives, beaucoup, ça prenait énormément, ils mettaient des années sur un tableau. Ça, ben, c'était des rétables en bois, c'était vraiment de la joaillerie quasiment. Et ça n'est que même Léonard de Vinci utilise alors beaucoup plus d'essence, des choses, des résines, etc. Un peu moins d'huile peut-être, probablement, mais à une technique comme ça de quasi de glacis. Ça n'a été vraiment que Giorgione et le Titien, Tiziano, le découvreur de la matière, voilà, qui ont changé le travail de la peinture à l'huile et qui ont inventé le travail de la matière. Bien que j'avais dit que les peintres du Fayoum, eux-mêmes, en utilisant la cire, la peinture à l'encaustique, arrivaient à faire des choses, des modelés, etc., hein, bien avant. Donc le glacis, voilà, ça va te permettre totalement d'utiliser le noir. Le noir, on peut l'utiliser allez, on va dire système pointilliste, quoi, c'est-à-dire des points tellement petits, sans mélange avec, avec ta peinture, juste en tout petits points qui vont assombrir l'ensemble. Il y a des façons, et puis pourquoi pas le mélange, hein, comme je disais, voilà, pourquoi pas le mélange. C'est vrai que ça va faire cracra, ça va faire du gris. Hein, c'est comme l'utilisation du blanc. Le blanc, c'est à utiliser avec précaution, parce que le blanc, ça ne fait pas qu'éclaircir tes couleurs, ça les transforme. Le blanc, c'est un gris clair. Donc quand tu mets du blanc dans du rouge, déjà, tu obtiens quelque chose qu'on appelle du rose, mais qui n'est pas du rose, hein, qui est un rose, vieux rose, rose bonbon, ce que tu veux, mais ça n'a rien à voir avec un rouge clair, en tout cas. On- non, le rose, c'est pas du rouge clair. Alors là, il convient vraiment, pour le rouge, c'est flagrant, d'utiliser des glacis sombres et un rouge éclatant, très pur, un beau vermillon ou un rouge de cadmium euh, pour, euh, pour le fond, en fait, et les parties lumineuses. Et peu à peu, on mettra comme des pellicules transparentes plus sombres, des glacis de noir ou d'une autre couleur, hein, peu importe. Mais vraiment, pas de blanc dans le rouge, sinon tu vas obtenir un truc, en fait, les lumières, elles vont être roses, ça va être tout bizarre, quoi. Et rose, attention, pas le rose, un rose, je veux dire, un rose laiteux, quoi, un truc un peu qui est pas du rose, en fait, qui est une sorte de gris, un rose gris, quoi. Parce que le blanc que tu utilises en peinture, c'est pas du blanc. Quand tu en rajoutes, bien sûr que tu ajoutes des propriétés de réfraction de la lumière, mais pas que, en fait. Tu rajoutes aussi sa teinte propre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a des teintes propres. Donc, c'est pas juste éclairer ton rouge. Si tu mets une lumière forte sur du rouge, ça reste du rouge. Si tu rajoutes du blanc à du rouge, ça devient du rose. Enfin, le rose, je parle pas du magenta. Le rose laiteux, là, le rose des bonbons lait fraise, quoi, un truc comme ça. Voilà, donc ça, c'est concrètement de comprendre un petit peu ce qu'on fait quand on utilise. Ça me dérange pas. La peau, elle a de ça, par exemple, la peau, dans les carnations, fréquemment dans les lumières, bah, on retrouve un peu ce rose. Il est atténué par du jaune, hein, c'est-à-dire que c'est encore une fois un beau mélange. D'ailleurs, on a la même couleur que les gens qu'on dit les noirs, les gens noirs, et nous,
enfin, et tout le monde est blanc, on a la même couleur, hein, c'est juste un peu plus clair, un peu plus foncé, quoi, c'est tout. Enfin, eux, ils retiennent plus la lumière. Moi, par exemple, j'ai une peau relativement mate, ça se voit pas avec la lumière là, mais j'ai une peau relativement mate, je retiens beaucoup plus la lumière que un Scandinave, a priori. A priori. Mais la teinte elle-même, bah, il y a des variables, hein, mais c'est pas parce qu'un noir, il peut être plus proche de ta teinte que quelqu'un qui est blanc comme toi, quoi, en fait. Ou un blanc, il peut être plus proche de ta teinte que quelqu'un qui est noir comme toi. Enfin, je veux dire, c'est pas une question de couleur, c'est une question d'absorber beaucoup, pas beaucoup de lumière. Et de renvoyer du coup beaucoup, pas beaucoup de lumière. Donc on dit beaucoup de choses sur les couleurs, mais finalement, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites, comme souvent. Alors moi aussi, je dis des bêtises, hein, souvent aussi, mais bon, euh, pas que, pas que. En tout cas, j'essaye de chercher, j'essaye toujours de m'améliorer. Euh, donc, quand tu peins, bah, tu dois prendre ça en compte. Tu dois chercher à savoir ce que tu veux faire. Ou alors, tu peux te lâcher aussi complètement. Sachant que si tu te lâches complètement, ben, il y a le côté hasard qui va mener, enfin, hasard. Je crois pas trop au hasard, mais bon, on va dire qui n'est pas conscient, qui va mener une certaine danse dans ton tableau, dans ton dessin, etc. C'est pas grave en fait. C'est pas grave. Le truc, c'est de savoir ce qu'on fait à la base, ce qu'on veut à la base, ce qu'on cherche à la base. Ou de savoir qu'on cherche rien. Ou de savoir qu'on cherche se perdre. Se perdre, ça peut être génial aussi. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup me perdre. C'est un truc, quand je suis allé à Rio, enfin, je suis allé au début dans le cadre d'un échange au Brésil, un échange scolaire. J'ai commencé à voir la ville en me perdant. J'adorais ça, te perdre dans un lieu comme ça, ou sur des marchés euh, dans d'autres pays. C'est génial de se perdre. D'ailleurs, j'arrive pas de toute façon à me diriger facilement. Je me perds systématiquement, mais je suis content quand je me perds. C'est très très bien, hein. Ça laisse beaucoup beaucoup de choses d'inattendu. Et l'inattendu, c'est exceptionnel, l'inattendu. C'est-à-dire, c'est là que tu rencontres les choses que normalement tu n'aurais pas rencontrées. Et donc, si tu es curieux, bah, c'est mieux de se perdre, quoi. Bon, faut éviter les lieux trop dangereux, mais bon. Euh, donc, ces couleurs, tu peux faire comme tu veux, mais à la base, sois conscient de ce que tu fais. Pas ce que tu vas faire, mais sois conscient que si tu te lâches, ben, c'est pour te lâcher, donc bah, tu vas aller dans de la bouillie peut-être, hein. En général, quand on se lâche comme ça, fréquemment, bah, ça fait un mélange gris marronné un peu dégoûtant, pourquoi pas, hein, ça me dérange pas. Si tu veux avoir quelque chose de profond, ancien, pensé, raisonné, etc., où tu as intérêt à utiliser des glacis, par exemple, tu as intérêt à bien connaître la technique de la peinture, parce que c'est... ce sont des techniques qui sont vraiment, vraiment très complexes à mettre en œuvre, hein. Il y a un vrai savoir-faire, un vrai artisanat, on va dire, hein, qui était vraiment inhérent au métier de peintre avant et qui s'est perdu au 19e siècle. Par exemple, Delacroix, qui était un très grand dessinateur, très grand peintre, il connaissait pas grand-chose au métier lui-même et du coup, il a été restauré de son vivant, c'est-à-dire qu'il y avait des problèmes techniques sur ses œuvres de son vivant, alors que les tableaux de Van Eyck, ils sont toujours au Louvre et jamais restaurés, quoi, il n'y a pas de problème. Ça bouge pas en plus de 500 ans, ça n'a pas bougé. Euh, voilà, donc ça dépend de ce que tu cherches, il y a des connaissances à avoir ou pas, ça dépend de l'aventure que tu veux mener. Mais dans tous les cas, ne crois pas qu'il y a des interdits. Il y a juste qu'est-ce que je veux faire. Donc oui, tu peux utiliser le noir, mais fais attention, ça dépend de ce que tu cherches aussi. Si tu l'utilises beaucoup, tu vas avoir du gris. Parce que ton noir, c'est pas du noir. Et si tu utilises ton noir et un beau noir, genre un beau noir de fumée, de préférence dans une bonne marque, parce que le noir du fumée, c'est le noir qu'on obtient avec un combustible et on récupère sur une surface très lisse comment on fait brûler, on récupère, vous savez, vous faites ça avec une bougie par exemple, vous mettez un verre au-dessus, vous récupérez le noir, vous allez voir un noir qui est très très fin, très profond, mais qui peut abîmer beaucoup les peintures parce qu'il faut que ça soit vraiment stable, il ne faut pas n'importe quel combustible, etc.
noir de pétrole aussi on l'appelle, avec un noir comme ça qui permet des belles transparences. Si vous savez maîtriser, les glacis avec des bons médiums à peindre, soit que vous fabriquez, soit que vous achetez, mais de très bonne qualité. Là, ça vraiment, quand on travaille avec des techniques, très précises, on ne peut pas, utiliser n'importe quel matériau, hein, sinon très vite ça va s'abîmer et ça tiendra pas la route. Donc là, bah, en effet, quoi, ce que tu vas avoir, c'est, si tu prends le temps, tu vas avoir quelque chose de très profond. Je vous encourage, ceux qui écoutent, à aller voir un portrait fait par Antonello da Messina, Antonello de Messine en français, qui est au Louvre. Je ne sais plus, c'est un conte de Thiers ou c'est un personnage italien. Et donc, Antonio da Messina, c'est vraiment celui qui a ramené, a priori, enfin c'est la légende encore une fois, mais c'est sympa aussi les légendes parfois, la peinture à l'huile des Flandres à l'Italie et du coup à Venise. Donc, il était le beau-frère de Giovanni Bellini, qui était le grand peintre de Venise. Et Giovanni Bellini, son atelier, voilà, enfin son élève, c'était Giorgione. Et du coup, Giorgione est Titien même après, hein. Titien n'était pas l'élève de Giorgione. Giorgione est mort de la peste très très tôt, de la peste je crois, hein. Enfin, il est mort très tôt, donc il a fait très peu de choses. C'est lui l'inventeur vraiment de la matière en peinture à l'huile, hein, de la texture comme ça. Mais voilà, la peinture à l'huile vient de Flandre, a priori par Antonello da Messina. Ça passe à Venise, puisqu'il était beau-frère de Giovanni Bellini, et ça va jusqu'à Giorgione. Après, il y a d'autres qui l'utilisaient, hein, la peinture à l'huile. Par exemple, Andrea Mantegna, si je dis pas de bêtises, il a utilisé quasiment tout le temps la détrempe, mais à la fin de sa vie, il a connaissance de la peinture à l'huile. Et c'est pas heureux chez Mantegna, parce que les détrempes sont superbes, il y a une luminosité, ça va tellement bien avec sa perception spatiale et de la perspective, hein, la Renaissance italienne dans toute sa splendeur, et l'huile finalement ça assombrit, ça étouffe ses œuvres. Donc voilà, allez voir ce tableau au Louvre, hein, ce portrait comme ça il me semble, de trois quarts, il est somptueux, et donc on voit la maîtrise de ces noirs en transparence, hein, de ces ombres qui sont amenées comme ça, c'est très très beau. Et puis voilà, il n'y a pas de règle, hein, si vous voulez peindre, bah, vous regardez par exemple en effet, euh, comment, Vladimir Velikovic, donc qui est un artiste contemporain qui est mort il y a vraiment il y a quoi, 4 ans peut-être, je sais plus, mais il y a très peu de temps. Vous verrez que ben, il s'embarrasse pas de ça, hein. Lui, il travaille avec le noir et le blanc, des gris. Voilà, je vais quand même essayer de vous montrer après quelques petites, peut-être sur une autre vidéo très courte, quelques petits effets pour vous parler du jaune, hein, ce dont j'avais parlé au début. C'est-à-dire que nous, on ne voit pas le jaune, mais on le recrée. Et de toute façon, non, on ne voit pas les couleurs, hein. Il y a plein de, de vidéos où on vous montre des illusions d'optique, où vous voyez que votre cerveau fabrique des couleurs là où il n'y en a pas, en met là où il n'y en a pas, si on a la persistance rétinienne, etc. Mais pas que. Et c'est intéressant de creuser, de comprendre ce qui se passe de façon, on va dire, de façon charnelle, ce qui se passe avec pas seulement en théorie. Il y a que la théorie, ouais, génial, hein, vraiment, moi, je suis heureux quand je vois des gens qui me mettent des vidéos où enfin je comprends parce que ça sort de ce qu'on avait pu voir en physique. Et encore, moi, j'ai pas vu grand-chose, hein, j'ai arrêté assez tôt vu que j'étais pas brillant, mais qui m'explique de façon beaucoup plus concrète la physique, de façon simple, etc. C'est génial. Après, il faut faire un lien avec le réel. Et parfois, il y a une dichotomie entre les deux. Et on peut le voir, euh, on peut le percevoir, ça, vraiment, ce manque de concret. C'est-à-dire que, ouah, les gars, ils ont tout compris. Attention, il y a des gens vraiment pointus. Les gars, ils ont tout compris, soi-disant, la théorie. Et tu aperçois qu'il y a des choses des erreurs assez importantes pour que tu comprennes qu'en fait, oui, intellectuellement, ils ont compris le truc. Mais en fait, quand ils voient pas, quoi. Enfin, comme tout le monde, mais ils voient pas. Ils font pas l'analogisme. C'est-à-dire que gardez en tête que tout ce qu'on voit, c'est une illusion.
créé par notre cerveau, quoi qu'il arrive. C'est de l'interprétation de phénomènes lumineux. Interprétation. Donc, quoi qu'il arrive, ce que nous voyons n'est pas vrai. C'est une interprétation du cerveau par rapport à des phénomènes lumineux. Alors, on a des indices, par exemple, sur les ombres et les lumières, qu'on voit à peu près tous la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a le toucher qui nous permet de toucher les choses et de recoller les morceaux. Et on voit que, a priori, si je parle avec quelqu'un et je lui dis, bah, tu sens cette forme en convexe ou en concave, ou etc., il va me dire la même chose. Oui, je la sens. Et tu la vois et ça fait une ombre. A priori, ça colle, quoi, hein. Et puis, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, de ce qu'on appelle les contrastes lumineux, il y a la présence ou la moindre présence ou la non-présence de la lumière. Donc voilà. Par contre, pour les couleurs, bah ouais, on est un peu, on est dans le noir, quoi. On suppose, allez, on va dire, il y a des chances qu'on voit à peu près pareil, mais on n'en a pas la certitude. Et il faut se méfier de ce qu'on appelle les certitudes sensibles, hein. C'est Hegel, je crois, qui appelait ça la certitude sensible. C'est-à-dire que la certitude sensible nous trompe, hein, sur des tonnes de choses, et souvent la théorie physique, mathématique et physique vient réajuster ça. C'est-à-dire que, par exemple, souvent on dit que Galilée expérimentait et que Aristote ne le faisait pas. Attention, Aristote, il expérimentait quand même pas mal, et Galilée, pas tant que ça finalement. En fait, Galilée, c'est vraiment la théorie euh, qui vient, qui vient réajuster, la théorie qui vient réajuster des expériences sensibles. C'est-à-dire que la loi de, vous savez, la chute des corps, enfin, d'abord, pas celle de Newton, mais celle d'abord de Galilée, puisque c'est, vous savez, les corps tombent à la même vitesse, peu importe leur masse. Elle est fausse de façon sensible. Elle est juste de façon théorique, mais elle est fausse de façon sensible. Parce qu'il y a d'autres éléments. Et Galilée prévoit ces éléments, d'accord? Mais il n'en fait pas l'expérience. Il ne peut pas en fait en faire l'expérience. Ce n'est que bien plus tard qu'on pourra faire l'expérience de ça en faisant le vide. Mais par contre, la théorie vient lui prouver, enfin cette théorie qu'il amène, que la version d'Aristote, qui est plus sensible pour le coup, est fausse. En théorie, ça cloche, ça coince. Donc il y a deux solutions. Soit on se dit ma théorie est fausse, soit c'est la loi qui est fausse. Et cette loi, elle est fausse, on le sait aujourd'hui, hein, jusqu'à preuve du contraire. Enfin, la science, elle se remet toujours en question. Donc c'est génial, voilà, c'est très très bien, mais de ne pas perdre non plus, pour bien ressentir le truc, ne pas perdre euh, ce rapport au sensible. C'est-à-dire, la connaissance scientifique nous informe sur les phénomènes, mais c'est pas simplement d'être informé, c'est aussi de ressentir le truc. C'est-à-dire, si tu parles de choses et quand tu les vis, bah, tu sais pas de quoi, enfin, tu le ressens pas, bah, ok, c'est bien beau d'en parler, mais à un moment, faut recoller les deux, quoi. C'est tout. Bah, je vous laisse, j'essaierai de vous mettre une petite vidéo avec les quelques illusions d'optique et des choses qu'on peut voir, mais vous pouvez aller voir de vous-même, il y en a vraiment beaucoup. Et en fait, c'est très très déstabilisant, mais c'est juste que nous, on a l'habitude de nos illusions habituelles. Hein. Quand on est petit, on apprend les illusions de nos yeux, quoi, en fait. Ne serait-ce que la vision binoculaire. Quand on est petit, on regarde notre main, on n'en voit pas une, on en voit deux. Et à un moment, on appréhende, enfin, quand on est tout petit, on appréhende suffisamment le toucher, enfin on fait l'expérience de notre main et on voit bien qu'il y a une main, donc notre cerveau va obéir à la réalité nous est confronté, à laquelle nous sommes confrontés, et notre cerveau va obéir à cette réalité. Du coup, il va tordre l'image qu'on voit pour correspondre à ça, mais créer une illusion. Il crée une illusion totale tout le temps. Bah, si, je veux dire, ah là, bah, quand je regarde mon doigt, bah non, il y en a deux en vrai. Enfin, j'en vois deux. Il y en a un en vrai, mais j'en vois deux parce que j'ai deux yeux. D'ailleurs, il n'y a qu'à fermer un œil puis l'autre et vous verrez très bien que c'est pas du tout le même angle. Donc, a priori, il y a bien deux images. C'est le principe. Alors, vous pouvez ramener les parallaxes, etc. Peu importe. C'est le cerveau qui fait ce boulot-là. C'est le cerveau qui réunit deux images. Qu'on ait un œil principal, un autre. C'est tout ça. Oui, c'est très juste, mais c'est notre cerveau qui va créer tout ça. C'est notre cerveau qui trouve des solutions
pour notre vie quotidienne en fait, hein, pour ce dont on a besoin, parce que le cerveau il s'embarrasse pas avec les trucs dont il n'a pas besoin. Euh, et en art justement, c'est bien de retrouver les trucs dont on n'a pas besoin. Donc, par exemple, je reviens toujours au contour, hein, c'est mon truc à moi. Les couleurs, ouais, mais les contours, hein, surtout la ligne, le contour, on en a besoin. Mais la réalité, elle n'est pas dans le contour. Il n'existe pas le contour. Il faut l'avoir à la base, hein, mais le contour n'existe pas. C'est le cerveau qui le fabrique et c'est sûr qu'on en a besoin. Je ferai. Alors, j'ai deux personnes qui m'ont demandé des choses sur la perspective, la composition. Donc, je vais essayer de faire une vidéo là-dessus. C'est pas mon fort du tout. C'est-à-dire, je suis pas. Enfin, je peux le théoriser, etc. Mais moi, quand je peins, je suis tellement dans le charme, enfin, dans la peinture et la matière, je me sens pas de cette école justement Renaissance, de cette école après Poussin, que j'admire. Hein, Poussin, c'est extraordinaire, j'en parlerai forcément. Mais je vais quand même essayer, voilà, de parler de ça parce que c'est vraiment une des deux façons de voir. La composition, ça a son importance. Hein. Euh, et, 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 et puis après, je pense que je démarrerai quelque chose de vraiment centré sur le contour et le fonctionnement du cerveau par contour, en fait, qui est le propre de l'homme. Vraiment. Qui est le propre de l'homme. D'ailleurs, c'est simple, hein, il y a que des hommes qui sont capables vraiment de faire la différence entre un zèbre dans un troupeau de zèbres ou avec enfin, qui sont capables de mettre un contour euh, là où il n'y en a pas. euh, pour décider, orienter son regard sur une chose. Je veux dire, sinon, les autres animaux, ils sont trompés, et c'est le but. Hein, le but de certaines espèces, c'est de tromper les autres pour pas se faire dévorer. Donc, faire un contour, c'est nommé, c'est désigné, mais vraiment, je ferai une vidéo relativement longue. C'est un peu mon dada depuis des années. Comment, comme je l'ai déjà dit, hein, comment tout fonctionne par ombre, enfin, par lumière, en réalité, et moins de lumière, mais comment nous, on a besoin, pour appréhender le monde, de créer du sens, et de créer le sens, ça veut dire désigner, faire un contour. Et donc, on invente des yeux avec des contours, même s'il n'y a pas de contour dans les yeux, et c'est le cas pour les yeux, mais c'est le cas pour tout. Et quand on fait ça, quand on invente des contours pour les yeux, bah, du coup, on perd l'objet lui-même, c'est-à-dire qu'on est dans le sens et plus dans l'objet. Alors c'est normal, c'est très très important, mais à un moment, il faut savoir aussi prendre du recul là-dessus, quand on est artiste en tout cas. Allez,